Comme chaque mercredi, on s'attarde sur ce qui fait la une cette semaine en Sarthe. Et pour décrypter l'information, Florent, vous avez fait appel ce soir à Adrien Blanc de RCF. Bonsoir. Bonsoir. Et à Marc Genetti de Radio Nostalgie. Bonsoir. Bonsoir. Deux sujets ce soir, Florent, les agriculteurs en colère et la fin de l'aventure pour le skipper sartois François Engoulevent dans la route du Rhum. Alors on va commencer par les agriculteurs. Ils manifestaient aujourd'hui en Sarthe, c'était le cas également hier. Trop de contraintes et de normes selon eux. Ils maintiennent la pression. Est-ce que ça peut payer Adrien, par exemple? Est-ce que c'est à l'État de gérer ce problème? Le problème, c'est que les normes, elles sont dictées par l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est même des normes internationales, parfois. Elles vont même peut-être être décidées par l'OMC quand l'agriculture sera considérée comme une marchandise comme les autres au niveau mondial. Et donc, ils essayent de protester, qu'on allège un peu, mais le problème, c'est la politique agricole commune. Et ça a été décidé il y a 50 ans. Et ça ne va pas évoluer demain, quoi. Donc, ils essaient de se faire connaître, mais après, quels sont les résultats, c'est à voir, quoi. Alors cette fois, cette manifestation avait lieu en plein jour. Est-ce que c'est un bon moyen de rallier les Sartois à leur cause? Au contraire, est-ce que ça peut se retourner contre les agriculteurs, Marc? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la raison de leur mécontentement, c'est vrai que c'était essentiellement ces procédures, cette administration, enfin toute cette paperasserie. Comme le disait Michel Loton, tous les matins quand ils se lèvent, ils ne savent pas s'ils ont le droit d'aller faire paître leur troupeau dans un pré, d'aller pendre dans un autre ou d'aller cultiver un troisième. Donc c'est vrai que ça pèse très lourd. Donc c'était pas un mouvement, je pense pas qu'il ait attiré l'antipathie de la population. Je pense qu'au contraire, ça démontre un malaise profond de ce milieu agricole qui a besoin de liberté, qui a besoin qu'on desserre un petit peu les taux. Alors c'est vrai que, comme le dit Adrien, ce sont des textes européens, parfois mondiaux, mais des fois aussi, au niveau national, on n'arrange pas forcément les choses. Un tout petit exemple, en Allemagne, on a le droit de faire monter les apprentis sur des escabeaux. En France, les apprentis dans les exploitations n'ont pas le droit de monter plus de 2 marches. Donc à partir du moment où on n'arrive pas à s'accorder déjà sur des choses aussi bêtes et aussi simples, c'est sûr que derrière, il y a des malaises beaucoup plus profonds. C'est justement l'un des arguments qui revient chez les agriculteurs, c'est le fait qu'on ne peut pas lutter à armes égales avec d'autres pays comme l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie. Absolument, il n'y a pas d'harmonisation des textes. Chacun interprète un petit peu la législation européenne comme il l'entend. Avec plus ou moins un volant plus ou moins large. Donc moi je crois qu'il faudrait desserrer l'étau sur les agriculteurs, les laisser un petit peu plus respirer. Ils en ont besoin, ils ont des difficultés pour écouler leurs marchandises. Si derrière en plus on les bride, si on les empêche de travailler, si on les empêche de pouvoir être efficaces, ça n'ira pas loin. Adrien, vous partagez cet avis? Oui, tout à fait. C'est vrai que il ne faut pas non plus rentrer dans la paperasse. Quand un agriculteur se transforme en comptable ou se transforme en secrétaire pour lui-même, où est le travail d'agriculteur, quoi? Quel temps il passe sur l'exploitation? Après, c'est des négociations à tenir au niveau européen. Alors, le ministre de l'Agriculture a pourtant fait des efforts. Stéphane Le Foll, l'écotaxe a été enterrée. 3,4 milliards d'euros d'aide de la PAC ont été débloqués par anticipation. On peut se poser la question, est-ce que ce n'est jamais suffisant pour les agriculteurs? Mais eux, c'est pas tellement sur les aides débloquées de la PAC, ils sont pas mécontents, mais ce qu'ils veulent, c'est qu'on arrête de leur imposer régulièrement de nouveaux textes, de nouvelles contraintes qui s'ajoutent les unes aux autres et qui rendent les choses encore plus difficiles, encore plus délicates. Ils ont des cahiers des charges ils ont, je crois, 4 à 5, en fonction de leur activité, 4 à 5 cahiers des charges à respecter. C'est extrêmement lourd et ça les empêche véritablement d'être peut-être plus sur leurs exploitations ou auprès de leur bétail que à leur bureau, derrière leur ordinateur, à remplir, à bien cocher les cases qu'il faut. Donc pour vous, ils ont de vraies raisons de se manifester? Oui, moi je crois qu'ils ont de vraies raisons, mais comme les chefs d'entreprise aussi, des fois à un moment donné se disent qu'ils en ont assez de la lourdeur administrative, je crois qu'il faudrait qu'en France on desserre cet étau qui pèse un peu trop et qui bride un petit peu tout le monde, quoi. Alors on poursuit ce tour de l'actualité avec l'abandon de François Engoulevent, le skipper sartois dans la route du Rhum. Donc son monocoque a chaviré dans la nuit de dimanche à lundi, peu après le départ. En tant qu'observateur, je vois qu'Adrien, vous avez le polo officiel. En tant qu'observateur, est-ce que vous vous y attendiez justement à cet abandon? Non, on ne s'y attendait pas. On espérait que François ferait une belle course. Il avait réuni il avait essayé de réunir tous les ingrédients pour être le plus efficace possible, pour bien figurer, pour faire une belle course. Malheureusement, avec les conditions météo qui étaient celles dimanche dernier, qui étaient celles qu'on a connues, c'est vrai que cette course, elle est partie presque au mauvais moment, avec une météo... Des pointes à 100 km/h. Tout à fait. Et puis une mer, comme le disait François, je crois qu'il tapait très fort. C'est ce qui a occasionné les dégâts qu'on connaît avec les abandons, même de Thomas Coville, par exemple, et d'autres. Je crois qu'il y en a 16 à l'heure actuelle, 16 navigateurs qui ont arrêté.
Oui, ça rappelle le cauchemar de 2002, je crois. C'était à ce moment-là où il y avait eu autant d'abandons, mais c'était, je crois, plus loin dans la course. Là, ce qui est vraiment surprenant, c'est que c'est au départ, quoi. Le premier jour, autant de bateaux qui tombent, entre guillemets. 17. C'est, 16 ou 17. Sur sa page Facebook, François Engoulevent remercie ses sauveteurs. Est-ce qu'on est passé effectivement à côté d'un drame dans ce début de course ? Alors, c'est ce qu'il est raconté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu lors d'une conférence de presse. Voilà, il a fait une conférence de presse cet après-midi où il disait qu'il y a eu des petits dysfonctionnements. En fait, c'était assez rigolo. Il disait on a eu des briefings de sécurité, on a eu le responsable sécurité qui est venu nous rencontrer, nous dire attention à ci, à ça. Et lui, il s'en fichait entre guillemets parce qu'il pensait à sa course. Donc, il a accepté, il a pris les papiers, tout ça. Et une fois qu'il s'est retrouvé dans l'eau en pleine nuit et qu'il fallait alerter les secours, mince, heureusement qu'il connaissait les procédures. Donc il avait sa balise que ses proches lui avaient accrochée au gilet, qu'il a déclenché. Il est allé chercher, il est retourné dans son bateau chercher de quoi appeler les secours. Et comme il savait comment vont se dérouler les secours, il a pu anticiper, patienter, il n'a pas paniqué. Et donc il a pu les attendre sereinement. Donc il nous disait, je n'ai pas eu peur pendant cette nuit où mon bateau a chaviré. Alors ce faux départ, est-ce que c'est aussi un échec financier quelque part ? C'est sûr qu'aujourd'hui, je crois que c'est 200 000 € nécessaires pour remettre le bateau en état. Oui, c'est des sponsors, des partenaires. Bon, je pense qu'ils resteront derrière François Engoulevent, mais c'est vrai que pour eux, c'est un petit peu aussi la soupe à la grimace, parce que quand on engage un partenariat avec un sportif, on espère que l'aventure va durer et que là, l'aventure allait aller jusqu'au bout, jusqu'au terme. Après, quel que soit le classement, je dirais que c'est plus anecdotique, mais au moins se montrer, être présent, être médiatisé pour les partenaires, c'est intéressant, c'est important. Là, le fait de s'arrêter au bout de à peine 12 heures de course, oui, mais maintenant, je pense pas, et j'espère que les partenaires resteront fidèles à François. A priori, en tout cas en ce qui concerne RCF, on reste derrière lui. Merci à tous les trois, et si vous voulez vous aussi réagir aux propos abordés ce soir sur notre plateau, n'hésitez pas à le faire via notre compte Twitter.